Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Waroash. La semaine dernière, je travaillais à domicile et je me suis levé pour aller aux toilettes et me faire une tasse de café. Cela m'a pris 10 minutes, tout au plus. En revenant à mon ordinateur, j'ai trouvé plusieurs messages de ma patronne qui devenaient de plus en plus méchants à propos de quelque chose et demandaient quelle était la raison pour laquelle je ne répondais pas assez vite pour elle. J'envoie un message en réponse, lui expliquant ce qu'elle voulait savoir et m'excusant de ne pas lui avoir répondu assez vite. Lorsqu'elle m'a finalement répondu, environ une demi-heure plus tard, elle m'a dit que si je ne devais pas être dans mon ordinateur pendant un certain temps, je devais envoyer un mail à tout le monde dans mon bureau, y compris au cadre supérieur, pour leur indiquer que je ne serais pas disponible pendant une durée X, et pourquoi. C'est donc ce que j'ai fait. La formulation habituelle de mon message est la suivante. Bonjour, je ne serai pas disponible de telle heure à telle heure, car je vais aux toilettes, je fais du café, etc. Toutes les personnes de mon bureau m'ont dit que c'était bon, et que je n'avais pas besoin de les prévenir lorsque je devais m'absenter quelques minutes. Je leur fais alors parvenir l'échange original entre moi et ma patronne, et je m'excuse en disant que c'est ce que ma supérieure hiérarchique m'a demandé de faire, et que c'est le résultat de ce qu'elle a demandé. Ils la détestent tous autant que moi maintenant. Ça a l'air d'être une super patronne, mais il faudrait allier à tous tes collègues, et plus besoin de vous envoyer des mails entre vous, mais juste de la prévenir elle, à chaque fois que quelqu'un s'absente. T'imagines si tous les employés de la boîte lui disent « Je vais aux toilettes, je me fais un café, je vais faire une sieste, j'ai fini ma journée », etc. Je pense qu'à mon avis elle risque de craquer très fort, et très vite. L'histoire suivante est postée par Muchbeef. C'est arrivé aujourd'hui à l'école, c'est donc encore frais dans mon esprit. Nous étions en algèbre et nous faisions un test. Le professeur est sorti de la classe pendant un moment et quelqu'un m'a demandé les réponses. J'avais secrètement détesté ce gamin pendant près d'un an parce qu'il avait détruit mon téléphone à 210 $ et ne m'avait remboursé que 20 $ en me disant « J'espère que ça suffira pour une protection d'écran ». Il m'a demandé d'effacer ses réponses pour copier mes réponses parce qu'il avait mal au bras. J'avais presque terminé le mien, je l'ai donc terminé et j'ai effacé le sien. Mais au lieu de lui donner mes réponses, j'ai rendu mon devoir. Il avait maintenant 5 à 10 minutes pour répondre à une trentaine de questions. Le professeur est revenu pendant qu'il me suppliait et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que David essayait de copier mes réponses. Aucun regret. C'est vraiment un gosse débile pour le coup. Il cherche de l'aide auprès de quelqu'un à qui il a fait du tort. Je sais pas, mais en général ça se passe pas bien dans ce cas-là. Dans les commentaires, on a deux histoires semblables postées par TexasAJ98. Deux histoires drôles de tricherie. La première, quand j'étais au lycée, il y avait un gamin ennuyeux qui essayait de copier sur moi. Je faisais exprès de répondre incorrectement à chaque question, je lui permettais de copier les mauvaises réponses, j'attendais qu'il rende son contrôle, puis j'effaçais toutes mes mauvaises réponses et je mettais les bonnes, avant de rendre le mien. Il a obtenu plusieurs zéros et a continué à essayer de copier sur moi. Il a déjà l'intelligence suffisante pour reconnaître sa propre stupidité et se rendre compte qu'il ne s'en sortirait pas tout seul. Mais pas suffisamment développé pour se rendre compte que en copiant systématiquement sur la même personne, tu as toujours 0. Puis quitte à avoir 0, tente par toi-même, non? Enfin bon. Deuxième histoire. Lorsque j'étais à l'université, je faisais partie de l'équipe de football de Texas A&M. Un jour, au déjeuner de Kane Hall, le réfectoire des athlètes, l'un de nos tight ends se plaignait parce qu'il avait été pris en train de tricher dans une dissertation. Il avait copié mot pour mot une autre dissertation, y compris le nom de l'autre étudiant. La veille de la sélection NFL, pour laquelle il était pressenti d'être choisi au 3e tour. Il a été arrêté sur le parking de Kyle Field en train de voler des enjoliveurs. Lors de la fouille de sa voiture, la police universitaire a trouvé plus de 5000 comprimés d'ecstasy et de cocaïne. Il n'a pas été sélectionné. Le mec, il aurait pu avoir une carrière de sportif qui paye super bien, il a choisi la carrière de criminel en tôle. Bah, est-ce qu'il est à plaindre? Pas trop. L'histoire suivante est postée par Evil Hound. Depuis quelques années, notre entreprise reçoit des appels de télémarketing d'un centre d'appel offshore qui tente de prendre des rendez-vous pour le centre d'affaires Optus. Chaque fois qu'ils appellent, nous leur disons poliment que nous ne sommes pas intéressés et qu'ils doivent nous retirer de leur liste, et ils nous promettent de ne plus rappeler.
Vous pouvez probablement deviner par mon utilisation des mots à chaque fois que le fait de nous faire rayer de la liste n'a pas fonctionné. Cela n'a pas fonctionné la première fois et cela n'a pas fonctionné la 50e fois. Les offshore ne sont pas chers et sont payés par rendez-vous qu'ils obtiennent. Ils devenaient donc très agressifs. Il était clair qu'il fallait trouver une nouvelle stratégie, car cela prenait trop de temps d'essayer de s'en débarrasser. C'est ainsi qu'a commencé ma campagne d'obéissance malicieuse. Bonjour, nous vous appelons du centre d'affaires Optus et nous pouvons vous faire économiser 40% sur votre facture de téléphone portable. Pouvons-nous venir vous voir demain à 11h ? Vous pouvez me faire économiser 40% sur ma facture de téléphone portable ? C'est une soixantaine de milliers d'euros par mois ! Quoi ? Combien de téléphones avez-vous ? Environ 150, dont je suis directement responsable, plus quelques autres. Le rendez-vous est rapidement confirmé. Le lendemain, un vendeur m'appelle. Il est en avance. Nous pouvons nous rencontrer plus tôt ? Je refuse. Le rendez-vous est fixé à 11h. Nous nous asseyons à la réception et nous nous saluons. Je lui demande alors s'il est possible de faire cesser les appels de télémarketing. Il m'assure que oui. Alors, je me lève, lui serre la main et le remercie d'être venu. C'est tout, vous auriez pu dire cela au téléphone. Je lui fais remarquer que nous l'avons fait. J'espérais que cette perte de temps, 45 minutes de trajet entre Homebush et Sydney, lui apprendrait peut-être à changer d'attitude. Au cours des 2 dernières années, ils ont envoyé 5 représentants différents pour nous rencontrer. Ils demandent des réunions, nous les acceptons, nous leur faisons miroiter la valeur du compte, et ils arrivent pour être accueillis par moi, vêtus d'un costume de poulet. On les fait attendre dans notre salle de réunion pendant 20 minutes avant de leur demander d'être retirés de la liste. Puis, on leur montre la porte. Ils ont envoyé 2 représentants cette fois-là. Je publie cette histoire aujourd'hui parce que c'était la 6e visite et qu'elle a été la meilleure jusqu'à présent. Nous avons un nouveau client. Je l'ai fait asseoir dans la salle de réunion et je l'ai fait écouter l'enregistrement vidéo de notre dernière réunion. C'est vous ? Oui, c'est moi. N'ai-je pas assuré le suivi ? Avons-nous eu une bonne réunion ? Je lui fais remarquer que j'ai certainement apprécié notre dernière réunion. Et j'avance dans la vidéo jusqu'au moment où je lui explique que nous n'avons pas 500 téléphones portables et qu'il doit nous retirer de leur liste d'appels. Et vous pouvez voir son cœur se briser. Ce qui s'est produit de nouveau, une fois qu'il s'est rendu compte que le compte qu'il pensait être discuté aujourd'hui n'allait pas l'être. Nous l'avons également filmé, ce qui nous permettra d'agir de manière exceptionnelle s'il se montre à nouveau. Quand tu démarches tellement de gens que t'oublies les gens que t'as démarchés, que tu les démarches à nouveau pour te prendre la même déception à chaque fois. Il y a sans doute une organisation à revoir dans leur entreprise. L'histoire suivante est postée par Cricket Rocks. Je suis consultant d'entreprise, et en général, pendant la semaine, nous sommes chez le client, et nous sommes payés pour les déplacements, les repas, etc. La politique de remboursement des repas est assez flexible et ne limite pas ce que nous pouvons réclamer, comme c'est le cas dans d'autres sociétés de conseil. Nous pouvons donc demander le remboursement du déjeuner, de l'alcool, etc. Toutefois, la politique fixe une recommandation journalière pour les frais de nourriture, en fonction du pays dans lequel vous voyagez. J'ai mis en majuscule le mot « recommandation » car c'est exactement ce qui est écrit dans les règles de l'entreprise. Il s'agit d'une recommandation, pas d'une limite stricte. Pour le Royaume-Uni, où se situe mon projet actuel, la limite est de 40 livres sterling par jour, ce qui est généralement acceptable, mais peut-être un peu faible si vous êtes dans le centre de Londres par exemple. Aujourd'hui, je pratique le jeûne intermittent, donc la plupart du temps, je ne prends pas de petit déjeuner ni de déjeuner, mais un seul gros repas par jour, et je n'ai aucun problème à respecter la limite de 40 livres. Généralement, je suis autour de 20 livres. Certains jours, il m'arrive d'aller dans un restaurant chic, de boire quelques scotch avec un steak et d'avoir une facture de 60 livres. Mais au cours d'une semaine de 5 jours, mes repas moyens s'élèvent à environ 30 livres sterling par jour, voire moins. Je n'ai donc jamais eu de problème pour faire valoir ces dépenses au cours de mes 9 années passées dans l'entreprise. Mais récemment, un nouveau chef de projet, lire compteur de haricots, est arrivé. Et il a refusé quelques-unes de mes notes de frais parce que mes frais de repas dépassaient les 40 livres sterling pour quelques jours, alors que la moyenne des frais de repas sur la semaine était bien inférieure à 40 livres.
J'ai essayé de le raisonner, je lui ai dit que, de toute façon, il s'agissait d'une recommandation et non d'une limite stricte, et que je réduisais les coûts les autres jours. Mais il a refusé de changer d'avis, et m'a dit que je ne pouvais réclamer que 40 livres par jour pour la nourriture. Alors, devinez quoi? C'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Chaque jour, je m'assurais que je demandais 40 livres sterling, ou à peu près, pour la nourriture. J'ai commencé à acheter des repas pour les sans-abri autour de la gare, afin de m'assurer que je pouvais atteindre les 40 livres. Ainsi, alors que je demandais moins de 150 livres par semaine pour les repas, j'en demande maintenant 200 et j'en tire un bon karma. Si tu n'es pas le seul à fonctionner de cette manière-là, je veux dire prendre un repas pas cher et prendre un repas cher un autre jour, à mon avis, ses patrons à lui risquent de rapidement se mettre à lui poser des questions. Pourquoi est-ce que le budget bouffe a drôlement augmenté? Ça va être rigolo le moment où il va devoir le justifier. L'histoire suivante est postée par Adressinator. C'est peut-être rare pour ce subreddit, car c'est moi qui ai été victime de l'obéissance malicieuse de quelqu'un d'autre. Mais je devais de le respecter, et j'ai pensé qu'il méritait d'être publié sur ce subreddit. Contexte, je possède une entreprise d'escape room dans la ville qui borde une zone assez touristique, et qui est très proche d'un aéroport. Nous recevons donc beaucoup de réservations de la part de personnes de tout le Royaume-Uni qui visitent la région pour le week-end, ou de personnes internationales qui viennent faire un escape room sur le chemin de l'aéroport. Nous ne prenons que les réservations en ligne et n'acceptons pas les visites à l'improviste. C'est pourquoi le lieu n'est occupé que lorsque nous avons des réservations. Par conséquent, notre politique d'annulation consiste à n'autoriser les remboursements que si l'annulation a lieu plus de 24 heures avant l'heure de début prévue. Si l'annulation intervient entre 2 et 24 heures avant l'heure de début, nous ne pouvons que reprogrammer la réservation. Il convient de préciser que, dans la majorité des cas, en semaine, nous sommes assez souples en ce qui concerne notre politique, tant que cela ne pose pas de problème majeur. Nous faisons de notre mieux pour accueillir un groupe, car c'est généralement moi qui l'héberge, ce qui nous évite des dépenses supplémentaires, salaire du personnel et perte de revenus provenant d'autres clients potentiels. Cependant, le seul jour où cette politique est vraiment pertinente est le samedi, où nous sommes presque toujours complets du matin au soir, et où des membres du personnel travaillent pour nous. Par conséquent, les créneaux annulés auraient très probablement été occupés par d'autres clients, et nous continuons bien sûr à payer notre personnel pour ce temps. Je dois dire que nous n'avons eu à appliquer cette politique que 2 fois, car nous accueillons généralement un groupe d'une manière ou d'une autre. J'ai donc reçu un appel aujourd'hui d'un homme à l'accent écossais prononcé, qui devait venir avec son groupe dans environ 2h30, à compter du moment de l'appel. Le groupe m'a dit qu'il ne pouvait pas honorer sa réservation parce qu'il était en retard pour d'autres activités ou quelque chose comme ça, et m'a demandé de reporter la réservation à un créneau plus tardif. J'ai vérifié notre planning, mais il ne restait plus de créneaux pour aujourd'hui dans aucune de nos salles. Il a ensuite demandé à être remboursé, car il allait rentrer à Glasgow ce soir et ne savait pas quand il reviendrait ici. Je lui ai expliqué notre politique et que notre système n'autorisait que les reports au lieu des remboursements en raison de l'heure et lui ai expliqué que, comme c'était un samedi, nous ne pouvions pas rembourser si peu de temps avant l'heure car le personnel était déjà sur place, le créneau avait déjà été réservé, etc. La reprogrammation n'aurait pas fonctionné pour eux car ils ne seraient pas dans la région de sitôt. Après une courte pause, il m'a demandé si nous avions des créneaux de libre à reprogrammer pour le mois prochain. J'ai vérifié notre système et proposé de déplacer la réservation à la même heure le 16 novembre, ce à quoi il a répondu « Ouais, je pense que ça marche ». J'ai modifié la réservation dans le système et l'ai informé qu'il recevrait un mail confirmant le nouveau créneau horaire. Il m'a répondu « Super, donc la réservation est dans plus de 24 heures maintenant, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est réservé pour 4 semaines à partir d'aujourd'hui. »« Donc la réservation est dans plus de 24 heures. Je ne pourrai pas venir, est-ce que je peux être remboursé ?» Je me suis arrêté une seconde pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer dans ma tête et j'ai réalisé qu'il avait trouvé une faille dans le système. Techniquement, sa réservation était dans plus de 24 heures et il avait donc, techniquement, le droit d'être remboursé. J'ai commencé à rire et je l'ai félicité d'avoir déjoué le système pendant que je traitais son remboursement. Avec ce genre de politique, au moins il y a toujours moyen de se faire rembourser si tu le joues bien. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu et pour m'aider avec le référencement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous pour m'aider à faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines, laisser un commentaire, ça aide aussi le référencement et je les lis tous, les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.